Bienvenue dans Creative 24, l'émission qui vous permet de découvrir les talents africains du continent et de la diaspora. Ici, pas une interview figée, mais une conversation qui vous permet de découvrir leur passion, leur vision et leur innovation. Aujourd'hui, je reçois Ian Maimi, ancien joueur de NBA, champion en 2011, aujourd'hui consultant et également entrepreneur en Afrique. Avec lui, nous allons échanger sur son parcours inspirant. Bienvenue, Ian. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, tu as grandi en Normandie. Okay, ouais. Tu es champion de NBA. Si tu devais raconter ton parcours en 2-3 étapes marquantes, qu'est-ce que tu nous dirais ? 2-3 étapes marquantes. Je pense qu'il faut que je commence avec le commencement. Le moment où je me suis enraciné à ma terre du Bénin. Je suis issu d'une famille de guerriers, de génération en génération. Et c'est là où beaucoup de mes attributs physiques viennent. Et moi, je suis le premier garçon de mon papa. Donc, traditionnellement, il y a pas mal de choses à faire en termes de cérémonie à l'arrivée du premier garçon. Donc, moi, on m'a raconté toutes les histoires où mon papa a dû partir au village, il a quitté la France pour rentrer au village à mon premier anniversaire. Sans mes sœurs, sans ma mère. Et je pense que tout ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est le premier milestone, en fait. Ok. Deuxième milestone, c'est mon introduction au basket. Moi, à la base, j'ai commencé avec le foot. Oh. Donc, j'étais footballeur de 6 ans à 11 ans, 11-12 ans, je faisais du foot. Et tu étais bon quand même. Et j'étais bon au foot. Ah, ok. J'étais bon au foot. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire le switch pour le basket. Et je me rappellerai toujours, en fait, le recruteur du regroupement départemental était dans mon collège à l'époque. Et il m'a vu dans la cour de récréation. Il m'a dit, tu as de la taille, tu devrais venir t'entraîner avec nous. Nous, on s'entraîne dans ton collège tous les soirs à 17h. C'est comme tu veux. C'est quand tu veux. Donc moi, au début, je faisais un peu de basket avec mes potes dans la rue, mais rien de spécial. Et un jour, j'ai décidé de prendre son invitation et je suis parti à l'entraînement. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Alors que je n'étais pas fort au basket, je ne pouvais pas rater un shoot. C'est comme si, en fait, c'était ma journée. Ouais. Et donc, l'entraînement s'est super bien passé et tous mes coéquipiers et coéquipières, parce qu'il y avait les filles et les garçons qui s'entraînaient en même temps, je dis, mais pourquoi tu ne fais pas de basket? Tu devrais faire de basket. Donc, ils m'ont jailli. Et donc, j'ai pris vraiment goût au basket comme ça. Ok. Et donc, ça, c'est le deuxième milestone. Le troisième milestone, c'est bien sûr le moment où je me fais drafter pour aller rejoindre la NBA au mois de juin 2005. Et ça a été ma porte d'entrée dans cette prestigieuse ligue. Et je ne peux jamais oublier, j'étais à New York, au Madison Square Garden. Et c'est vraiment un sentiment un peu irréel parce que pour nous, joueurs de basket, on regarde ça à la télé. Ouais. C'est souvent lointain. Et là, de le vivre en live, ça a été extraordinaire. Si tu devais décrire en 2 mots ce que tu as ressenti à ce moment. En fait, c'est spécial. Comme je l'ai dit, c'est un sentiment un peu irréel parce que c'est des choses que tu vois à la télé, c'est des choses que tu rêves. En fait, en tant que basketteur, de jouer en NBA, c'est l'objectif de tous les basketteurs. Et quand en fait ça t'arrive, c'est comme si en fait c'est un sentiment un peu delusional. C'est ok. Et puis après, en même temps, tu penses à toute ta famille. Tu représentes vraiment, mais c'est tout le monde. C'est la maman, le papa, mais c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. En fait, c'est un flashback de tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis tout petit jusqu'à maintenant. Je suis en NBA. Donc, il y a un moment vraiment de fierté en même temps, de irréaliste. C'est spécial. Et je souhaite vraiment ce moment à un maximum de personnes parce que tu ne peux pas recréer des moments comme ça dans ta vie. C'est exceptionnel. Mais j'imagine que ça demande également beaucoup de sacrifices. Ça demande énormément de sacrifices. Moi, je n'ai pas eu
une jeunesse classique. J'ai quitté chez moi à l'âge de 13 ans et en fait, je suis jamais rentré, je suis plus jamais rentré chez moi, quoi. Donc, tous les anniversaires, les regroupements familiales, tout ce qu'un enfant, normalement, dans sa jeunesse, expérimente, moi, je n'ai pas fait. J'ai intégré un centre de formation, je connaissais personne. Très vite, j'ai eu un appartement, il fallait que je m'occupe de moi, cuisiner, faire ma lessive. Enfin, je n'ai pas eu le process normal. Donc, il y a beaucoup de sacrifices. Ma vie, ce n'était pas d'aller s'amuser avec mes potes, c'était d'aller à la salle tout le temps. Mais dans les sacrifices, il faut aussi être bien accompagné. Okay. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément dites. Moi, j'aimerais bien dire que c'était moi le meilleur à la salle, j'étais le premier à arriver, le dernier à partir. Certes, j'ai beaucoup travaillé, j'ai plus travaillé que les autres, mais j'ai surtout été bien accompagné et avec une bienveillance. Que ce soit mes coachs, que ce soit mes préparateurs physiques, les docteurs, les kinés. J'ai bénéficié vraiment d'un écosystème autour de moi qui a fait en sorte que j'ai maximisé sur mon potentiel. Très tôt, à 16 ans, je suis devenu joueur professionnel. And the rest is history. On dit souvent qu'il y a des disciplines qu'on acquiert dans des moments comme ça qu'après on n'arrive plus à lâcher. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une discipline qu'aujourd'hui, maintenant, tu n'arrives toujours pas à la lâcher? Ça peut être se réveiller à 5 heures. En fait, moi, c'est plus qu'une discipline. Moi, je prends les sports co comme des moyens d'éducation très forts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais du sport co, il y a des valeurs qui te sont transmises, des valeurs de travail en équipe, d'abnégation, de savoir gagner en équipe, mais aussi savoir perdre en équipe, de savoir prendre des informations, prendre des ordres, de savoir communiquer. Il y a plein de valeurs comme ça qui… moi, j'ai 3 filles et je leur dis à partir d'un moment, vous devez choisir un sport co, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a des choses que moi, en tant que parent, je ne peux pas vous apprendre. Il faut que vous fassiez votre expérience. Exactement. Et le fait pour moi d'être en groupe, d'apprendre à vivre en groupe, de gagner, d'aller chercher une victoire en groupe, toutes ces valeurs-là de sacrifice pour le collectif, c'est ça que je garde même maintenant dans mon entrepreneuriat, dans mon business. Ces valeurs, en fait, elles ne peuvent plus me quitter. Je suis franchement un très bon coéquipier. Et si on travaillerait ensemble, tu apprécierais travailler avec moi. Je suis un très bon coéquipier. Je vais y réfléchir. Alors, tu as parlé justement d'entrepreneuriat. J'allais un peu glisser sur cette nouvelle casquette que tu as aujourd'hui. Tu te déploies sur des projets de développement sportif de manière générale en Afrique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce qui te motive, on va dire, dans cette deuxième mi-temps de ta carrière? Alors d'ailleurs, cette deuxième mi-temps, elle a commencé un peu en carrière. Okay. Donc, le commencement, c'est ma fondation. Donc, la Yan Mahami I Am Foundation, qui pendant des années a œuvré dans plusieurs continents, en Europe, en Afrique et aux États-Unis, pour accompagner le développement des jeunes athlètes, filles et garçons. Donc, on a fait ça pendant des années. Et cette plateforme, en fait, m'a donné, déjà m'a fait voyager beaucoup, mais m'a donné la légitimité, en fait, d'accompagner la jeunesse. Je sais comment la jeunesse fonctionne, je suis à l'aise. Et donc, cette fondation, maintenant, qui est le socle du tout, m'a inspiré pour le reste des événements. J'ai pris ma retraite en 2020-2021, pas parce que j'étais fatigué ou parce que j'avais plus envie de jouer au basket, mais parce que j'ai eu une opportunité avec la NBA Africa. Donc la NBA Africa a ouvert son capital juste avant le lancement de la Basketball Africa League. Mais je ne pouvais pas être joueur et investisseur au même moment. Donc ils m'ont dit Yann, si tu veux devenir investisseur de la NBA Africa, il faut que tu prennes ta retraite. Donc ça n'a pas été une décision facile, mais moi j'ai toujours eu des aspirations beaucoup plus grandes que celles d'être juste joueur de basket. Donc, j'ai pris la décision de prendre ma retraite. Je fais cet investissement dans la NBA Africa et on lance derrière la BAL. Donc, ce qui est super intéressant avec la NBA Africa, c'est qu'on se projette dans une vision qui est continentale. Donc, c'est le développement, l'accompagnement du basket à l'échelle d'un continent. C'est énorme. Donc, les conversations qu'on a, la vision qu'on a, c'est-à-dire la courbe de développement sur le long terme, elle est extraordinaire.
Donc pour moi qui ai œuvré avec ma fondation pendant des années au Bénin, je me suis dit, bah là, j'ai une vision continentale. Quelques mois après mon investissement, on lance la Basketball Africa League. Et là, en fait, avec la NBA Africa, on se rend compte qu'on a réussi à créer un pipeline où on peut aller identifier un talent dans un village, que ce soit au Cameroun, en Angola, en Afrique du Sud, au Bénin, au Nigeria, et on peut l'accompagner jusqu'au plus haut niveau. Le plus haut niveau du basketball africain, c'est la BAL. Et donc, entre deux, on a cette académie où les meilleurs jeunes qu'on a identifiés dans les différents villages, on les prend, on les amène à Saly et on les accompagne dans leur développement. Et pour les meilleurs d'entre eux, soit ils vont en université, soit ils sont assez bons pour jouer pour la BAL, ou même maintenant avec Ulrim Chomche, on a des joueurs qui sont allés directement en NBA. Donc, de pouvoir accompagner cette jeunesse jusqu'au plus haut niveau pour qu'ils puissent avoir ces expériences que moi j'ai eues, voire même plus, c'est vraiment pour moi, ça a toujours été mon rêve. Et donc, de faire ça, c'est aussi de se rendre compte que d'avoir une vision continentale, des fois, c'est delusional. C'est-à-dire que c'est trop gros. Et moi, dans ma réflexion, je me suis dit, OK, on a une vision continentale, on fait des choses, des grandes choses. Mais qu'est-ce que je peux faire à l'échelle, on va dire, locale? Local, ouais. Qu'est-ce que je peux faire chez moi? Et c'est là où, bon, certes, avec ma fondation, on faisait des actions, mais c'est là où j'ai commencé à vouloir aussi investir chez moi dans l'accompagnement du sport. Et donc, j'ai lancé 3 startups. Okay. J'en ai lancé 3. Qui sont centrés sur le sport? Qui sont 100% centrés sur le sport et l'accompagnement du sport. Et c'est au Bénin, mais on a du travail, c'est panafricain. Okay. Et donc, on a une startup qui est dédiée à l'accompagnement dans le secteur tech. Donc, on propose des solutions digitales de la tech dans le sport. On a une autre startup qui fait de l'événementiel. Donc, on a besoin de beaucoup d'événements sport. Et donc, nous, on se concentre sur ça. Et la troisième, c'est l'accompagnement des professionnels autour des athlètes. Donc, tout ce qui est coach, préparateur physique, statisticien, team manager, event manager. Donc, on a lancé pas mal de programmes de formation où on accompagne le développement de ces experts parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, sans l'écosystème autour de moi, tu n'aurais pas pu être ce que tu as été. Clairement. Donc, pour moi, ça a été aussi de se rendre compte que si on arrive à avoir cet écosystème au Bénin, mais pourquoi pas? Moi, je les connais, les jeunes béninois, et même les jeunes globaux sur le continent africain, ils n'ont rien à envier à d'autres jeunes. Donc, c'est vraiment cet écosystème pour les encadrer, pour les accompagner, qui va faire la différence demain. Alors, avec ce magnifique parcours, tu inspires beaucoup de jeunes. Et pas que des Béninois. J'espère. Non, je te le confirme. Tu inspires beaucoup de jeunes. Donc, si tu devais leur donner un conseil, issu un peu, on va dire, de ton expérience sur et en dehors du terrain, ce serait lequel? Alors, c'est marrant parce que hier, j'ai tenu une masterclass ici et il y avait toutes les jeunes filles du programme BL for Her qui étaient attentives à ma masterclass. Et je leur ai donné en fait quelques petits conseils, mais je leur ai surtout dit, à un moment donné, d'exister dans un marché qui est énorme. Le marché du sport, c'est presque 600 milliards de dollars tous les ans. C'est un marché qui est énorme. Il faut se rendre compte des opportunités qu'il y a. Donc, le conseil que j'ai souvent à donner à la jeunesse, c'est essayez de connaître vos assets. Quels sont vos points forts? Et après, une fois que vous connaissez vos assets, n'ayez pas peur de vous entraîner beaucoup de répétitions et à un moment d'exister. Pour moi, il y a un gros manque dans tout ce qui est infrastructure, il y a un gros manque dans tout ce qui est événementiel sport, il y a un gros manque dans tout ce qui est… tout le monde veut être basketteur ou basketteuse, mais tout le monde ne sera pas basketteur ou basketteuse. Et ça ne veut pas dire que vous devez complètement laisser le sport de côté. Peut-être que vous pouvez être préparateur physique, peut-être que vous pouvez faire des études de design pour faire des vêtements pour les athlètes. Peut-être que vous pouvez être créateur de contenu. Donc, il y a plein de métiers en fait autour qui sont générateurs de revenus et qui sont aussi intéressants que d'être juste joueur de basket ou joueuse de basket. Donc ça a été mon conseil. Je pense qu'il a été bien pris et c'est ce que je peux partager aujourd'hui. Alors, pour finir sur un ton un peu léger, si tu devais refaire ta carrière,
mais dans une autre discipline créative. Alors, tu aurais Direct. le choix entre… Ah non, mais Je sais déjà. Non, mais je te donne le choix. Imagine, Ok. il n'y a pas ce que tu veux faire dans Ok. mon choix. Ok. La musique, déjà. Ok. Oui ou non? Non, je ne suis pas musicien. Non, ok. Mais j'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas Mais musicien. ok. Ok. Le cinéma. Ah, Tu ferais un bon acteur, je trouve. Ouais, ouais, c'est possible. Possible. Possibilité, Ok. ouais. La danse. La danse, non. Enfin, j'aime bien danser, mais Non. c'est pas à ce point-là, quoi. La gastronomie. Écoute, tu sais, les papas africains qu'on est, on pense toujours qu'on est bon en cuisine, mais vraiment c'est pas, le quoi. cas. Ok. Alors, bon, la mode. De la mode, clairement. Ok. Moi, c'est ce que j'avais en tête quand tu m'as dit ça. La mode, pour moi, et j'ai eu une marque de vêtements pendant des années. mais Elle n'existe plus? Elle n'existe plus. Ok. Mais j'ai vraiment cet amour. Et je pense que je suis béninois. Et beaucoup de béninois, on sait s'habiller, en fait. C'est pas flashy, mais we put it together. Ok. Moi, j'ai toujours apprécié la mode. Je suis quelqu'un qui fait très attention quand je sors de chez moi. I'm proper. Toujours. Donc, clairement, je serai dans la mode. Alors, plus créateur ou mannequin? J'aime être rêveur et penser que je peux faire un peu des deux. C'est sur cela on va s'arrêter pour cette émission. Merci vraiment, Yann, d'avoir répondu à toutes mes petites questions. L'actualité et tout ce qui fait bouger les talents créatifs africains du continent et de la diaspora, ça continue sur Africa 24 Infinity.